Bonsoir, mesdames et messieurs. Les Américains ne font jamais rien comme les autres. Rappelez-vous l'effet de cette biosphère à Expo 67. Eh bien, cette année encore, les Américains ont étonné le monde. Imaginez la seule superpuissance militaire et politique de la planète, un pays qui accumule les années de forte croissance économique, qui a passé les 12 derniers mois à scruter les détails les plus intimes, les plus salaces de la vie privée de son président, au point même de discuter sa destitution. Des événements qui ont forcé une réflexion sur le sens des valeurs, sur le statut de la présidence, un débat qui touche en premier lieu le peuple américain, mais qui affecte le reste du monde aussi. C'est par cette femme qu'est arrivé le scandale. Linda Tripp, une ex-employée de la Maison-Blanche qui a transmis au procureur indépendant Kenneth Starr 20 heures d'enregistrement de conversations téléphoniques qu'elle a eues avec celle qu'elle dit son amie. Un nom qu'on entend pour la première fois, Monica Lewinsky, une stagiaire qui aurait des relations sexuelles avec le président. 2 semaines plus tard, Clinton nie tout. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. Kenneth Starr fait convoquer le grand jury fédéral pour enquêter sur les allégations. Après 4 mois de marchandage, Starr accorde l'immunité à Monica Lewinsky en échange de son témoignage complet sur ses relations avec le président et de la robe présumément tachée du sperme présidentiel. Clinton est coincé. Après avoir résisté pendant 7 mois, il doit témoigner, mais le fera sur vidéo depuis son bureau de la Maison-Blanche. I will do so completely and truthfully. Plus de 4 heures d'interrogatoire humiliant pour l'homme le plus puissant de la planète, suivi d'un discours aux Américains dans lequel il utilise tout son pouvoir de conviction. Il reconnaît cette fois avoir eu une relation inconvenante avec l'ex-stagiaire, mais pas sexuelle, du moins selon sa définition. I misled people, including even my wife. I deeply regret that. Les Américains sont choqués. Leur président leur avait menti. He's a hillbilly clown. He doesn't deserve the office. He can't keep his pants up. He's human just like the rest of us, and he made a mistake, and he admitted to his mistake. Mais la majorité disent qu'ils sont satisfaits de ces explications. Clinton part se reposer avec sa femme et sa fille dans l'île de Martha's Vineyard, en Nouvelle-Angleterre, mais on n'a encore rien vu. 455 pages du rapport Starr seront rendues publiques sur Internet avec des descriptions très précises des jeux sexuels auxquels se livraient Bill Clinton et Monica Lewinsky, la plupart du temps dans un petit bureau attenant au bureau ovale. Et puis, insulte finale. Le comité judiciaire de la Chambre, dominé par les républicains, vote la diffusion intégrale du témoignage vidéo du président. On le voit tendu, embarrassé à plusieurs reprises, entre autres lorsqu'il est question de l'épisode du cigare, et surtout jouant avec les mots pour nier avoir eu une relation sexuelle. There's nothing here about that, is there? From my perspective, this is part of the continuing political campaign against my husband. Même trompée, sa femme, Hillary, lui maintient un appui indéfectible. Le comité judiciaire de la Chambre des représentants enclenche la procédure de destitution avec l'appui de 31 démocrates. Mais les Américains ont une première occasion de se prononcer avec les élections de mi-mandat. Les démocrates maintiennent leur position au Congrès malgré le scandale, ce qui provoque la démission du puissant orateur de la Chambre, le républicain Newt Gingrich. Une mince consolation pour Bill Clinton, qui voit la Chambre des représentants dominée par les républicains, voter pour entreprendre son procès en destitution devant le Sénat, ce qui va commencer dès janvier. Article 1 is adopted. Thomas Jefferson, sans doute un des plus grands présidents américains, l'auteur de la Déclaration d'indépendance, qui dit que tous les hommes sont égaux. Eh bien, on a appris cette année, en 1998, grâce à un test d'ADN, qu'il avait eu un enfant illégitime. Et avec qui? Avec une de ses esclaves noires. On sait aussi que d'anciens présidents ont ordonné des actions terroristes, des enlèvements, des assassinats. Et pourtant, les Américains ont passé une année entière à se demander si Bill Clinton ne devait pas devenir le premier président de l'histoire à être destitué de son poste. Et pour quel motif? Pour avoir tenté de cacher une relation sexuelle avec une adulte consentante.
Tous les sondages nous disent que les Américains savent faire la part des choses, qu'ils appuient quand même leur président. N'empêche que toute cette histoire va sûrement saper l'autorité morale du président et diminuer sa capacité d'agir. Un exemple, le dossier de la libéralisation du commerce à l'échelle des Amériques, mais aussi avec l'Europe. Un dossier qui est à toute fin pratique paralysé parce que Bill Clinton n'a pas le poids politique pour le faire adopter au Congrès. Une autre histoire américaine, la violence meurtrière dans les écoles. À Springfield, en Oregon, un adolescent de 15 ans, exclu de l'établissement, retourne à la cafétéria et ouvre le feu après avoir tué ses parents. Mais la fusillade la plus meurtrière a eu lieu un mois plus tôt à Jonesboro, en Arkansas, quand 2 jeunes de 11 et de 13 ans ont tué 4 jeunes filles et une enseignante après qu'ils les aient attirés dans un guet-apens en sonnant l'alarme d'incendie. Ils ont été placés en détention dans un centre pour délinquants mineurs, mais seront libres à 21 ans. 2 jours après le massacre, les parents nerveux ont conduit leurs enfants eux-mêmes à l'école Westside. Les autobus étaient presque vides. Il y a eu des prières et beaucoup d'émotions dans la classe de la maîtresse assassinée. It was shock, still, and it's very emotional at the school. Il faut que les élèves brisent le mur du silence et dénoncent ceux qui font circuler de la drogue et des armes à feu dans les écoles, dit ce psychologue. We must end the conspiracy of silence that allows guns, drugs and weapons in our schools. Mais comment oublier quand les rappels du drame sont constants? On a rendu public le téléphone de détresse de l'école mardi. Dans un État où il y a plus de permis de chasse que de permis de conduire, le grand-père du suspect de 11 ans n'a aucun remords d'avoir montré à son petit-fils à tirer. Son petit-fils lui a volé 7 fusils. Rien de tout cela n'empêche ce collectionneur d'armes à feu de poser pour les photographes de presse. Une amie de la famille, elle, montre plus d'émotion. Les parents des suspects, dit-elle, souffrent autant que ceux qui ont perdu leur enfant. Mon fils n'est pas un monstre, ajoute le père du présumé meurtrier de 13 ans. Mais les habitants de l'Arkansas, eux, n'ont pas le pardon facile. Ils s'indignent que les 2 présumés meurtriers soient relâchés automatiquement à 18 ans à cause des lois de la protection de la jeunesse. I don't think it's fair. I really don't think it's fair. I think they're getting off too easy on that. Paradoxalement, plutôt que de remettre en cause l'accès aux armes à feu, on veut châtier plus sévèrement les enfants criminels. Comme souvent aux États-Unis, plutôt que de prévenir la violence, on veut punir. Et pourtant, les prisons américaines sont déjà pleines à craquer. I think with God, there's always hope. Ni les opposants à la peine de mort, pas plus que le pape, n'ont pu faire plier la commission du pardon au Texas. Carla Faye Tucker, une Américaine de 38 ans convertie au christianisme, a été exécutée par injection pour un double meurtre commis en 1983, devenant la première femme à être exécutée aux États-Unis depuis 14 ans. Le Canadien Stanley Folger, lui, aura peut-être une deuxième vie. À la dernière minute, il échappe à la peine capitale, un sursis indéterminé que lui accorde la Cour suprême des États-Unis suite aux représentations diplomatiques du Canada. Le temps d'examiner s'il est vrai que ses droits ont été violés parce que les autorités canadiennes n'ont été prévenues que 15 ans après son arrestation. L'Albertain de 61 ans a été reconnu coupable du meurtre d'Inez Phillips en 1975, la mère d'une importante famille de pétroliers texans. I've got to force them to act. They must charge me. Le docteur Jack Vorkin a obtenu ce qu'il voulait. Cet homme qui s'est fait le promoteur du suicide assisté a été accusé de meurtre prémédité après la diffusion à l'émission 60 Minutes d'une cassette dans laquelle il injecte une substance mortelle à la demande d'un patient atteint de la maladie de Lou Gehrig. Sur le terrain de l'économie, General Motors, qui voulait réduire ses effectifs pour devenir plus compétitif, doit affronter les travailleurs unis de l'automobile. Résultat, la grève déclenchée à 2 usines de pièces de Flint, au Michigan,
a paralysé toutes les activités nord-américaines du plus important constructeur automobile au monde. Pendant près de 2 mois, 190 000 travailleurs sont en chômage technique. Dure année pour Bill Gates, le patron de Microsoft. Après les entarteurs, une poursuite du gouvernement américain pour violation de la loi antitrust. L'homme d'affaires le plus riche de la planète, avec une fortune de 51 milliards, est accusé d'imposer son navigateur Internet Explorer aux acheteurs de son logiciel Windows, une concurrence déloyale au détriment de Netscape Communications, qui contrôlait 90% du marché en 1995. Et puis Netscape, justement, qui se donne un deuxième souffle en passant aux mains d'American Online, le numéro 1 mondial des services en ligne. Le coup met fin à un des plus vieux records du baseball. Mark McGwire des Cardinals de Saint-Louis égale la marque de 61 circuits établie par Roger Maris des Yankees de New York en 1961. Un exploit un peu terni par le fait qu'il a avoué prendre de l'androsténédione, un produit banni dans tous les sports, sauf au baseball majeur. Le sénateur John Glenn, le premier Américain en orbite autour de la Terre en 1962, est devenu, à 77 ans, l'homme le plus âgé à avoir volé dans l'espace. Une manière, en quelque sorte, de boucler la boucle. Avec ses 6 coéquipiers de Discovery, il a effectué 134 orbites en 8 jours lors d'une mission qui a permis à l'équipage de réaliser 83 expériences et des recherches sur le vieillissement. Pour célébrer son retour, des milliers d'Américains l'ont accueilli avec une pluie de confettis dans les rues de New York. Une autre percée des laboratoires d'une heure de LensCrafters. Les nouvelles lentilles Featherweight Plus. Elles sont plus légères, plus minces, résistent mieux au choc et elles résistent 2 fois plus aux égratignures que les lentilles ordinaires en plastique. Les nouvelles lentilles Featherweight Plus, seulement chez LensCrafters, fabriquées en 1 heure environ. Le 4 janvier prochain, nous soulignerons le premier anniversaire de la tempête de verglas au Québec. Une émission spéciale où je serai en direct de Saint-Césaire, une ville en plein cœur du triangle de glace. Le chœur de l'Armée rouge chante les grands classiques. Un hommage aux grandes œuvres de ce monde et à leurs compositeurs. Le chœur de l'Armée rouge, un album incontournable. Le célèbre chœur de l'Armée rouge chante les grands classiques. El Niño, un nom qu'à peu près seuls les experts connaissaient il y a un peu plus d'1 an, mais que nous avons tous appris à connaître. D'avril 1997 à juin dernier, le phénomène s'est déchaîné, provoquant des inondations tout le long de la côte du Pacifique, du Chili à la Californie, au Brésil, même dans l'est de l'Afrique. Notre verglas y est lié, provoquant également des incendies qui ont duré des mois en Indonésie, au Mexique et en Floride. Le Niño, le plus puissant du siècle, a fait 21 700 morts dans les catastrophes naturelles qu'il a provoquées, 117 millions d'autres blessés ou malades et des dégâts évalués à plus de 30 milliards si on inclut les coûts économiques. El Niño terminé, on croyait avoir vu le pire.
mais il restait à venir. Une vision d'apocalypse. L'ouragan le plus meurtrier dans l'Atlantique en 200 ans. Près de 30 000 morts et disparus, jusqu'à 2 millions de sans-abri. Mitch a frappé le Guatemala, le Salvador et plus durement le Honduras et le Nicaragua. Le choléra, la dengue et la malaria font leur apparition. L'économie est dévastée. L'Amérique centrale découvre lentement l'ampleur de la catastrophe. Au Nicaragua, près du volcan Casitas dans le nord du pays, les premiers secours viennent d'arriver. Plus d'1 millier de gens